Expliquer clairement, c'est pas simplifier, c'est penser avec les autres. C'est sans doute ce que j'admire le plus d'ailleurs chez Charles Pépin, mon invité du jour. Et d'ailleurs, je voulais l'inviter ici pour 3 raisons. D'abord, parce que le métier de philosophe ne court pas les rues. Et j'aime donner la parole à des personnes qu'on ne rencontre pas comme ça dans son quotidien. Des personnes qui prennent le temps de penser, d'expliquer. Ensuite, parce que ces livres sont des objets rares, profondément pédagogiques, exigeants, mais en même temps accessibles. Il y a chez Charles cette capacité à rendre limpides les idées les plus complexes, sans jamais non plus les affadir, sans jamais les trahir. Et puis surtout, parce qu'on vit dans un monde où il faut quand même se le dire, le politiquement correct, tient souvent lieu de penser, c'est une obligation désormais. Et ça fait du bien d'avoir un type qui se fout du regard des autres et qui vous dit les choses telles qu'elles sont. Un conseil, écoutez cet épisode jusqu'au bout mes chers amis, car c'est dans la deuxième partie qu'on a vraiment été au bout des choses et que les choses les plus profondes sont dites. On y parle de courage, de désir, de silence, d'éducation. Si cette conversation vous parle, qu'elle vous fait réfléchir, pensez, comme je le dis à chaque fois, à vous abonner. Vous êtes très nombreux à ne pas encore être abonnés à cette chaîne ou sur mon podcast. Et puis aussi, pourquoi pas, à partager. Ça pourra peut-être aider d'autres personnes. C'est ce qui me permet aussi de continuer à donner la parole à ceux qui pensent autrement, comme Charles Pépin. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Charles Pépin. Quand on est indépendant, il y a des jours où tout roule. Et puis il y a les autres. Vous savez, ceux où un client oublie de payer une facture, où vous passez 1 heure à retrouver un justificatif dans une bannette mal triée, ou encore les jours où vous réalisez que votre compte pro ne distingue pas ce qui revient à l'URSSAF de ce que vous pouvez réellement dépenser. C'est là que mon sponsor de longue date, Conto, est bien plus qu'un simple compte bancaire. Facturation automatisée, relance intégrée, estimation du solde de TVA pour facilement savoir où vous en êtes, sous-compte avec IBAN dédié pour mettre du côté charge ou salaire, et surtout une vision claire, en temps réel, de votre trésorerie. C'est structurant, apaisant et, si on est honnête, totalement indispensable quand on gère son business soi-même. Conto, c'est la solution que j'aurais aimé avoir à mes débuts et celle que je recommande sans réserve aujourd'hui aux indépendants autour de moi. En plus, Conto vous offre 3 mois sur votre abonnement compte pro avec le code Pauline 2025. Alors n'attendez plus et rendez-vous sur conto.com, Q-O-N-T-O. Salut Charles et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir puisque ça fait un moment que je te pourchasse et je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Je voulais parler j'ai abordé plein de sujets avec toi. Évidemment, je vais parler de philosophie, mais il y a quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai lu certains de tes livres. C'est que je trouve que t'es vraiment un philosophe optimiste. Un philosophe de la vie, si je puis dire. Enfin, je sais pas si c'est un abus de langage de ma part de dire ça, mais je trouvais que c'était intéressant. Oui, parce que finalement, le philosophe, on se dit souvent, il a un peu cette image un peu tristoune, un peu quand même légèrement névrosé, qui se pose beaucoup de questions. Et en fait, toi, finalement, tu te poses beaucoup de questions et tu réponds d'ailleurs à un certain nombre de questions. Mais je trouvais que, en fait, ce qui avait d'assez beau dans ce que tu fais, c'est que tu te caches pas derrière cette espèce de mur, tu vois, d'intelligence, parfois assez froid. Oui, bien sûr. Et notamment parce que tu éduques, que tu es vraiment dans une dimension assez pratique. Oui, alors moi, si tu veux, j'ai une histoire, un rapport à la philosophie qui est très, qui est vraiment loin de la philosophie que tu évoques et qui pouvait t'effrayer. D'abord parce que j'ai eu un prof de philo au lycée qui était dans la vie, dans le sport, dans le vin, autant que dans la philosophie. À vrai dire, il était hegelien, et pour ceux qui connaissent un petit peu Hegel, Hegel, c'est une philosophie mais c'est une philosophie de l'action, de l'objectivation, du rapport réel aux choses. Et ensuite, optimiste, oui, je pense au fond, mais je dirais plutôt une philosophie de la joie que optimiste, parce que je pense que la joie n'est pas incompatible avec une forme de lucidité, et même parfois avec une forme d'acceptation de ce qui est sombre. Donc je positive pas à tout craint, mais je suis capable de trouver de la joie dans l'adversité, dans la complexité. Et donc au final, in fine, c'est quelque chose d'optimiste, même si je me distingue souvent de la psychologie positive que je trouve trop optimiste. Par exemple, j'aime pas du tout cette manière dont on nous dit parfois de voir les choses du bon côté. Pour moi, c'est pas suffisant. Il s'agit pas de voir les choses du bon côté ou de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Il s'agit de le voir dans sa totalité et de voir ce qui va pas, et notamment tout ce qui est vide et tout ce qui blesse et tout ce qui est injuste et tout ce qui dysfonctionne. Et puis, de trouver la force, malgré tout, dans cette lucidité, de dire voilà, c'est comme ça, et on va arranger ce qu'on peut arranger, on va faire ce qu'on peut faire, et puis si ça marche pas, finalement c'est pas grave, parce que
et je suis vivant, parce que j'ai un corps, parce que j'aurais pu ne pas être. Donc une philosophie de la joie, je dirais plus qu'optimiste. Mais c'est hyper intéressant. Je voulais justement te parler de tous ces sujets-là, donc un peu développement personnel versus philosophie, parce qu'effectivement, on est à une époque où des bouquins sur comment être plus heureux, comment réussir sa vie, etc. Il y en a plein, et en fait, moi, je sens qu'il y a quelque chose d'assez différent dans ce que tu fais, qui est que tu fais de la philosophie et pas du développement personnel. Et en fait, je voulais essayer de comprendre, parce que je t'avoue que j'ai pas la réponse là-dessus, et je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la question. C'est un peu quoi la différence pour toi? En fait, très bonne question. Moi, d'abord, je vais dire après la différence, mais sur ma démarche, moi, je prends partout. Donc là, je suis en train d'écrire un livre sur la rencontre. Ouais. Et aujourd'hui, le chapitre que j'ai écrit, je fais beaucoup référence à un livre de Philippe Gabillet qui s'appelle Éloge de la chance, qui est carrément dans le développement personnel. Il a pas de diplôme, il est prof de psychologie positive à l'ESCP. Et donc, pour des philosophes sérieux ou mystiques, c'est le diable. Et pourtant, je fais référence à lui. En revanche, je vais aussi faire référence à des grands mystiques qui sont très complexes et qui voient le mystère du monde entre deux pierres, qui méditent pendant des heures. Et en fait, moi, je suis pas dans les chapelles, je suis pas dans le cloisonnement, je suis pas dans la sectarisation. J'ai toujours été allergique, quand j'étais étudiant, à ceux qui se réclament d'une école, allergique à la philosophie des chapelles. Alors, pour celles et ceux qui vont nous écouter, ça rappellera peut-être des souvenirs. En France, quand vous faites des études de philo, notamment Hippocagne ou même la fac de philo, beaucoup de professeurs, ils sont dans la chapelle de Kant ou dans la chapelle de Heidegger. Mais quand ils sont dans la chapelle, ils n'en sortent pas et ils ne parlent que de ça. Ça m'a toujours paru grotesque et même paru être un contresens par rapport à l'esprit philosophique. Donc moi, je fais feu de tout bois, de musique, de littérature, et d'ailleurs, je me définis à vrai dire moins comme philosophe que comme écrivain. Et il se trouve que, comme j'ai enseigné 20 ans au lycée, je sais aussi parler aux gens, j'aime bien apporter des solutions, j'aime bien les exercices concrets, j'aime bien les cas concrets. Donc voilà, tout ça, c'est ma position. En revanche, la différence avec le développement personnel, on la comprend si on fait une distinction entre deux types de philosophie. Tu as une philosophie dans la tradition occidentale qu'on appelle philosophie existentielle ou pratique, qui commence avec des sagesses antiques et qui se prolonge jusqu'à Sartre. Et celle-là, eh bien, j'ai l'impression que tu te reconnais pas mal dans celle-là. Oui, bien sûr. Et elle rejoint quand même en partie le développement personnel, puisqu'il s'agit en fait d'aider les individus et les sociétés et les groupes à se développer, à mieux exister, à accroître leur puissance d'exister, à développer leurs talents, à développer leur qualité, à développer leur sens de la relation. Donc on est obligé de constater qu'il y a un terrain commun avec ce qu'on appelle, au sens noble, le développement personnel. En revanche, tu as toute une branche de la philosophie que j'adore aussi, de pure spéculation rationnelle, voire métaphysique. Celle-là n'a aucun rapport avec le développement personnel, quoique, parfois on s'aperçoit, et ça, il faudrait aussi le dire à beaucoup d'auteurs de développement personnel, que parfois, la meilleure façon d'arriver à se développer, d'être meilleur dans les relations, même d'être plus efficace, c'est de ne pas le viser. Et justement, de se concentrer sur les preuves de l'existence de Dieu chez Saint-Anselme et chez Descartes, ça détend, parce qu'on pense à autre chose, parce qu'on est relâché par rapport à ses attentes, par rapport à ses angoisses, par rapport à son ego, par rapport à la société. Et donc, moi, j'ai très souvent observé dans ma pratique d'étudiant en philo, puis de prof de philo, puis auprès de mes élèves, que bien souvent, des élèves qui manquent de confiance en eux, des élèves qui manquent de niaque, qui n'arrivent pas à y aller, et qui vont chercher dans des mauvais livres de développement personnel des clés, ne vont pas les trouver. En revanche, en étudiant de la philosophie qui, a priori, ne vise pas l'action, ne vise pas ce développement sociétal ou personnel, finalement, vont trouver une ressource, vont trouver de la joie, vont trouver en fait une occasion d'exister, et finalement, vont s'en trouver libérés. Donc voilà, moi c'est ça mon approche, c'est de prendre un peu partout, et d'être dans aucune chapelle. Et d'ailleurs, voilà, ça rejoint aussi quelque chose de plus personnel. Moi, j'ai jamais trop su où j'étais. Mes parents sont de deux cultures différentes. Je me sens assez mal dans les groupes. Ouais, t'aimes pas te sentir dans une case, quoi, finalement. Non, pas trop. Alors, à part dans ma bande de potes proches, là, ça va. Mais c'est vrai que j'aime pas trop les groupes, les conformismes, les identités collectives. Ça me parle pas trop. Alors justement, tu me fais une belle transition parce que pour arriver à qui tu es aujourd'hui, on va quand même parler un petit peu, pas faire ta psychanalyse, c'est pas mon style, mais en revanche, essayer de comprendre d'un peu d'où tu viens. Et tu disais que tu avais eu un prof de philo qui t'avait marqué. J'ai lu ça aussi sur toi. Je voulais justement te poser au final la question assez simple de dire à quel moment dans ta vie tu commences à t'intéresser à la philosophie? Parce que finalement, alors tu dis que tu n'es pas philosophe, t'es plus écrivain que philosophe, t'es quand même un peu considéré comme un philosophe, t'as agrégé en tout cas de philo.
c'est quand même un métier à part où tu te dis pas quand t'es petit, moi plus tard je serai philosophe. Bien sûr, Peut-être que c'était le cas. Et donc je voulais un peu comprendre quel a été le processus qui t'avait amené à prendre cette décision. À mon avis, très intéressant pour les gens qui vont nous écouter, parce que ça montre bien comment on arrive quelque part, finalement mieux, encore une fois, quand on y va relâcher et quand on n'y va pas directement. Et cela dit, une petite précision, quand j'ai dit que j'étais moins philosophe qu'écrivain, parce que j'ai écrit 14 livres et qu'il y a aussi des romans, des bandes dessinées. En revanche, j'ai enseigné la philosophie pendant plus de 20 ans, et c'est ma fonction sociale première. Donc je dis pas que je suis pas philosophe, mais je dis juste que je veux pas de cette étiquette-là. Tu ne rentres pas dans une case. Et alors, pour te répondre, en fait, c'est marrant, j'avais très belle rencontre au lycée avec un prof de terminale, qu'à vrai dire, j'avais rencontré dans la cour du lycée en première, alors que j'étais en première à l'époque scientifique, mais ça s'appelait à l'époque S. Enfin, ça n'a pas changé d'ailleurs. Et lui, il n'enseignait pas en terminale S, donc C à l'époque. Donc on sympathise dans la cour. On sympathise tellement que je vais changer de section à la fin de la première pour l'avoir comme prof. C'est-à-dire aller en section littéraire, qui à l'époque s'appelait A1. D'accord. Il se trouve que, de toute façon, j'étais pas hyper bon en sciences, donc j'étais pas non plus hyper à l'aise là où j'étais. Ensuite, j'ai adoré la philosophie. J'ai surtout adoré cet homme, à vrai dire, cette manière de faire de la philosophie. Et qu'est-ce qui t'a, je suis désolée de t'interrompre, mais qu'est-ce qui t'a particulièrement plu chez lui? Quelle a été son approche? Ce qui m'a plu, c'est que j'ai senti qu'il vivait ce qu'il nous enseignait. J'ai senti que c'était pas théorique, mais existentiel. Et d'ailleurs, j'ai aussi senti qu'il le vivait pas toujours bien. C'est-à-dire qu'il était dans une tentative pour vivre en conformité avec une certaine philosophie. T'aurais un exemple? Oui, bien sûr. Il opposait une certaine philosophie morale, austère, avec des injonctions catégoriques comme celle de Kant, à une philosophie plus de l'action et qui est celle de Hegel. Or, il se trouve qu'il a monté plein de trucs, en plus d'être prof de philo. Il a monté des prépa Sciences Po, prépa HEC, voilà. Ou alors, il parlait beaucoup de la haine du corps qu'on trouve chez certains philosophes, reprenant ici une critique nietzschéenne, et il disait qu'il y avait une haine du corps qui courait dans toute la philosophie occidentale, à partir de Platon et jusqu'au XXe siècle. Et lui avait été champion de natation, il jouait hyper bien au tennis, il était très beau. Il était aligné avec ce qu'il disait, beau, très baraque, il arrivait avec des chemises ouvertes, à l'époque il fumait en cours. Donc il y avait quelque chose comme ça d'un bon vivant. Quand il nous disait, quand il avait des moments comme ça sur l'épicurie, sur l'hédonisme, on sentait qu'il le vivait, ce que j'ai après pu vérifier puisque on s'est retrouvés, on est devenus très amis. J'ai même été le maître de cérémonie à son enterrement, tellement on était proches, et donc ses enfants m'ont appelé moi pour m'occuper de ça quand il est mort. Et donc il y avait, tu as dit alignement, en tout cas désir d'alignement, et c'est plus précis. En fait, je crois qu'on n'est jamais vraiment complètement aligné, mais en tout cas, il avait envie de l'être, et quand il l'était pas, il en plaisantait, et c'était une question. Donc la question, c'était, est-ce que j'existe? La question, c'est que l'existence est plus importante que l'idée, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça m'a beaucoup marqué. Après, j'ai jamais pensé à vouloir être prof de philo si jeune, mais j'ai toujours voulu faire de la philosophie parce que ça me procurait énormément de plaisir de lire les philosophes, et puis aussi, à vrai dire, plus scolairement, j'avais un très grand plaisir à rédiger des dissertations de philosophie. Je me suis révélé dans cette discipline. J'aimais écrire, j'aimais penser en écrivant, je faisais des trucs de 8 copies doubles, c'était facile, ça venait comme ça, donc c'était mon truc, quoi. Si bien que quand j'ai fait d'autres études, j'étais toujours en fac de philo en même temps, pour le plaisir. Donc j'étais à Sciences Po, et j'étais en fac de philo en même temps. À Sciences Po, je me dirigeais plutôt vers les sciences politiques, j'étais en recherche en sciences politiques, et puis après, j'ai été à HEC, et là aussi, bon, c'était un peu bizarre. C'est assez rare quand même pour un philosophe de faire HEC quand on y pense. Ouais, enfin, je trouve que j'étais à la fois, j'aimais beaucoup l'économie. Le côté pratique depuis aussi, quoi. Sciences Po. Et j'étais tenté par l'entrepreneuriat. D'ailleurs, j'ai quand même assez vite monté une petite boîte pour faire des formations et des conférences en entreprise, donc voilà. Mais c'est vrai que c'était pas non plus totalement ma place. La preuve, quand j'ai intégré HEC après Sciences Po, j'ai demandé un report d'intégration pour faire de la philo à la fac, un peu sérieusement, ce que j'avais jamais fait. Donc j'ai fait une licence de philo, et donc, chemin faisant, j'étais très détendu en fac de philo, puisque j'avais toujours d'autres études, et que au sortir d'HEC, de surcroît, on me proposait un super poste à la Société Générale aux études économiques, donc j'avais aucune pression, je claquais des doigts, et j'allais me faire embaucher à 24 ans, avec un gros salaire et tout. Et c'est dans ce contexte que je me suis dit, en fait, la philo, j'aime vraiment ça,
Mais surtout, ce que j'aime plus encore, c'est la littérature. Et je voulais être romancier. Donc je me suis dit, si je vais bosser dans une banque, même si j'aime bien l'éco, j'aurai jamais le temps d'écrire. C'est sûrement faux, mais je me suis dit ça. Et encore une fois, sans pression, parce que j'avais un bon plan B, je me suis dit, je passe la grecque de philo, mais pas pour être prof de philo, pour avoir un métier qui soit une planque pour écrire des romans. Incroyable. Et du coup, chemin faisant... Passer la grecque de philo pour avoir une planque, c'est quand même rare, parce qu'on sait à quel point c'est dur. Oui, mais en même temps, c'est un métier qui prend que 14 heures par semaine. Mais bon. Non, mais la grecque, c'est quand même... préparé. En vérité, les profs de philo vont me tuer, mais la vérité, c'est que moi, j'assume, quand on est prof de philo au lycée, on n'a pas besoin de beaucoup préparer les cours. On connaît bien les choses, on en parle tout le temps, on vit dedans, quoi. Et donc, je me suis retrouvé prof de philo dans le nord de la France, à Cambrai. Et dans mon esprit, c'était surtout pour faire autre chose. Notamment des romans, ce que j'ai fait au début. Journaliste, j'ai beaucoup travaillé à Technicar, à l'événement du jeudi. Et puis, j'avais toujours l'idée de monter des petites boîtes, de faire des projets, j'avais plein d'idées. Et c'est seulement longtemps après, en fait. J'avais déjà, 4, 5, 6 ans d'enseignement. Et aussi des échecs dans mes romans, finalement. Puisque ces romans n'ont pas rencontré beaucoup de lecteurs et n'ont pas une critique très, très, très heureuse. Enfin, en tout cas, je l'ai vécu un peu avec un sentiment d'échec. Et là, je me suis dit, mais donc longtemps après, finalement, en fait, je suis prof de philo. Finalement, ça se passe bien. C'est peut-être ça mon truc, en fait. C'est peut-être ça. C'est là où les gens m'écoutent, quoi. C'est là où j'ai un lien qui me rend heureux et rend heureux les autres. Donc, je me suis dit, plutôt que de me faire insulter, cracher dessus dès que je sors un roman qui blesse ma famille, qui blesse mes amis, que personne ne lit et qui me rapporte pas d'argent, pourquoi ne pas écrire de la philo? Et petit à petit, en écrivant de la philo et en rencontrant un public de plus en plus grand, j'ai commencé à me dire, en fait, mon métier, c'est prof de philo. Mais donc, j'y suis vraiment arrivé sans le penser, sans avoir d'enjeu dessus, sans y réfléchir. En fait, très détendu et en le pensant longtemps comme une sorte de base arrière, quoi. Et finalement, c'est clairement devenu mon métier, quoi. Mon vrai métier. C'est hyper intéressant parce que je pense que des personnes, et moi-même, je peux être dans ce cas, faut que je réfléchisse sur quel domaine, mais tu sais où tu te fixes, t'as une idée un peu de ce que tu veux être. Et puis au final, la vie en décide un peu autrement parce que ton talent est peut-être un peu ailleurs ou juste t'as pas eu de chance ou il y a pas la connexion s'est pas faite. Mais finalement, ce que tu dis, c'est qu'il faut savoir l'accepter. Ma question, c'est est-ce que c'est peut-être personnel, mais est-ce qu'il y a eu un moment où t'as un regret vis-à-vis de ça ou au final maintenant c'est bon, tu l'as complètement assumé parce que tu continues à écrire des livres et qui sont quand même, tu dis pas de succès. Enfin, il y en a quand même, comme tu dis, 14. Ils sont pas si, je veux dire, c'est pas des échecs au sens échec. Alors, il y a beaucoup de choses différentes dans cette question. D'abord, le regard sur tes échecs, tes succès, il est pas que dépendant des chiffres objectifs, c'est aussi ton sentiment. Alors moi, c'est clair que mes livres de philosophie marchent très bien au sens du commercial, quoi. Et mes romans, ils marchent beaucoup, beaucoup moins bien. C'est presque 1 sur 10 en termes de lectorat ou 1 sur 7, quoi. Donc, je trouve ça très intéressant d'accueillir un sentiment d'échec quand tu l'as, parce qu'il vient te dire quelque chose de juste sur toi. Donc moi, c'est vrai qu'autour de moi, on me disait, mais tu exagères, tu vends quand même pas mal tes romans, il y a quand même beaucoup de critiques qui trouvent ça bien, ils sont traduits à l'étranger, donc ça s'appelle pas un échec. Mais moi, je l'ai vécu comme un sentiment d'échec, et tant mieux, parce que ça m'a fait bifurquer et aller vers un autre type d'écriture. Ensuite, ce qui est intéressant, tu dis, il faut l'accepter. C'est un peu plus précis. Enfin, c'est pas le terme. Il faut être disponible à ce qui arrive, et parfois, ce qui arrive est rendu possible par le fait que dans un champ, ça se passe pas comme tu l'avais prévu, et il ne se passe pas ce que tu avais visé. Mais attention, il faut bien viser quelque chose. Et donc, il faut à la fois viser quelque chose, s'engager dans le réel avec cet objectif, et puis être capable d'être totalement disponible pour accueillir d'autres choses qui vont surgir et qui ne sont pas ce que tu visais. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, donc moi j'ai 47 ans, mon premier roman c'était en 99, donc voilà, c'était il y a plus de 20 ans, mais maintenant, là j'écris un livre de philosophie sur la rencontre, après je reviens au roman. Donc c'est pas, ça m'a pas quitté. Et puis aussi, par fidélité à ce que je disais tout à l'heure sur les chapelles, en fait, la frontière est pas si claire. Il y a beaucoup d'écrivains qui font de l'essai dans le roman, par exemple Kundera, Houellebecq, Emmanuel Carrère parfois. Il y a beaucoup de philosophes qui sont vraiment romanciers par ailleurs, comme par exemple Jérôme Ferrari, prix Goncourt il y a pas longtemps, qui est prof de philo. Donc, et puis il y a toute une tradition française dans laquelle j'aimerais m'inscrire, mais évidemment je me mets pas à leur niveau, avec des gens comme
d'Alembert, Voltaire, Sartre, Camus, oui, qui ont Diderot, mixé les deux, bien qui sûr. en fait étaient philosophes, mais faisaient du théâtre, faisaient des romans. Bien sûr. Donc voilà, ça m'intéresse aussi de décloisonner comme ça. Et puis peut-être il y a une forme à inventer, une forme littéraire à inventer. Le on ne sait roman pas trop ce que c'est. quoi. Est-ce qu'il y a une histoire? Oui. Est-ce que c'est un roman? Pas vraiment. Est-ce que c'est un récit? Pas vraiment. Est-ce que c'est un livre de philo? Oui, sûrement. Alors là, dans le livre que je fais actuellement sur la rencontre, c'est vraiment la fin de la trilogie Les Vertus de l'échec, la confiance en soi, la rencontre. Donc là, on est vraiment dans cette veine d'un essai très accessible, très grand public. Et ce que je travaille, c'est une écriture qui rende accessible cette philosophie. En revanche, le roman d'après, pour lequel je prends déjà des notes, il est dans une forme hybride, avec un travail beaucoup plus littéraire sur l'écriture, et avec une forme où il y a quelque chose à inventer qui soit justement inventé. Quel teasing, roman philosophique à venir. Écoute, tu seras réinvité des dizaines de fois. Je voulais te demander comment tu choisis tes sujets. J'imagine que c'est évident, c'est des sujets donc de l'action, comme tu disais, enfin existentialistes, notamment alors à la fois peut-être pour les romans, mais d'abord aussi pour les essais. Donc la confiance en soi, les vertus de l'échec et la rencontre. Finalement, comment est-ce que tu abordes, à quel moment, quel a été ton processus pareil pour prendre ces décisions et te dire à un moment donné, je vais faire des essais sur les vertus de l'échec ou la confiance en soi. Alors, le processus de décision, comme tu dis, il est plutôt collectif. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai mon éditeur, qui est aussi mon meilleur ami, que je connais depuis que j'ai 12-13 ans, Guillaume Allary, donc c'est Allary Édition. Et en général, ça a commencé comme ça par les vertus de l'échec. En fait, on est en train de discuter. Je suis en train de lui parler de tous mes projets. J'ai toujours un livre en cours. À l'époque, j'avais fait un roman qui avait pour titre La Joie. Et donc... on se demandait, il me disait en gros, tu sais, là, le livre est sorti il y a quelques mois, j'ai pas l'impression que tu te sois mis sur un autre livre, et ce serait peut-être le moment, t'as quoi comme idée? Et en fait, souvent, c'est en discutant que une idée germe à laquelle j'avais pas vraiment pensé. Notamment sur les vertus de l'échec, j'étais un conférencier un peu spécialisé de cette question. Pourquoi? Parce que j'avais travaillé avec des neuroscientifiques sur la vertu de l'erreur en épistémologie, et parce que je fais partie d'un groupe de conférenciers, enfin d'experts, comme ils disent, qui interviennent auprès des dirigeants, qui s'appelle l'APM, Association pour le progrès du management, et on se retrouvait à discuter avec ce neuroscientifique qui s'appelle Pierre-Marie Liédot. Et puis, du coup, on a élaboré une sorte d'expertise, de conférence à deux voix, et puis je me suis retrouvé à beaucoup tourner, quoi, comme on dit, à être très demandé comme conférencier sur ce sujet. Et donc, c'est mon éditeur qui m'a dit, mais en fait, je comprends pas pourquoi t'en fais pas un livre, mais j'avais même pas pensé. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais la matière pour un livre, parce que ça faisait, quand j'ai écrit le livre, ça faisait, je sais pas, au moins 6-7 ans que je faisais une conférence sur l'échec, au moins une fois par tous les 15 jours. Mais donc, du coup, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas parce que je fais un livre que je suis conférencier, c'est parce que je suis beaucoup conférencier, et après, je fais un livre. Sur la confiance, c'est pareil. En fait, on m'a beaucoup demandé ce sujet. Je me suis rendu compte après coup qu'en fait, tous les thèmes qui m'intéressaient, l'intuition, la confiance en les autres, l'admiration, l'expérience, le fait que quelque chose devienne facile après avoir été difficile, même aussi toutes les thématiques mystiques, l'accueil du mystère, je me suis rendu compte qu'en fait, cette idée de confiance recoupait tout. Et là, encore une fois, en discutant avec mon éditeur, je sais plus si c'est de lui ou de moi l'idée, mais on s'est dit, mais en fait, pourquoi t'écris pas un livre sur la confiance, parce que c'est ton truc depuis 10 ans. Voilà, et là, sur la rencontre, c'est encore plus irrationnel presque. C'est que j'ai l'habitude de faire chaque année au théâtre de la Porte Saint-Martin une grande conférence annuelle, souvent en janvier. Donc je loue le théâtre, qui fait quand même 1300 places, et j'organise un événement, parfois qui va un peu vers le spectacle, où il y a de la musique. Là, il y avait le dernier événement sur la rencontre, il y avait André Manoukian qui était au piano, et puis d'autres amis qui s'appellent Low Entertainment qui faisaient des reprises des mots bleus de Christophe, et c'était pour penser à la rencontre. Et en fait, chaque année, je fais cette conférence. Pour le coup, d'habitude, je la fais sur le livre qui est déjà sorti, qui a déjà son public, mais là, j'avais pas de livre, et je voulais faire une conférence quand même. Et du coup, je me suis dit, j'ai eu l'idée de la rencontre. Là, pour le coup, j'ai préparé la conférence sur un sujet qui n'était pas un de mes sujets. La rencontre, je ne fais pas beaucoup de conférences dessus, ça m'a intéressé, et on était 1 mois ou 2 mois avant la conférence. Et c'est là que, en voyant le travail fourni pour préparer la conférence, je me suis dit, cette fois, ça peut être un livre. Donc ça c'était le processus inverse, en fait. Autre exemple pour te répondre, qui était marrant, c'est qu'il y a un moment, pour le livre d'avant tous ces livres-là, le roman qui s'appelle La Joie, là, c'est Guillaume qui m'a dit, Guillaume Allary, écoute, très surpris que t'aies jamais fait de livre
là, il savait que je voulais faire un roman sur ce qui est, pour moi, ta caractéristique. Alors je dis, ah bon, bah, je vois même pas de quoi tu parles. Quelle est ma caractéristique? Et il m'a rappelé que, en fait, il m'avait vu, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, il m'avait vu notamment traverser certaines périodes un peu difficiles, familialement, avec rien d'extraordinaire, mais des choses que pas mal de gens connaissent dans leur famille, avec un peu de violence, de tristesse, de deuil, de divorce, un petit cocktail. Et il m'a dit, en fait, ta patte, c'est que dans tous ces moments-là, tu restes joyeux ou solaire. On a même quand t'es clairement affecté, il y a un truc comme ça d'énergie positive, d'élan vital qui demeure. Et il me dit, mais pourquoi tu fais pas un roman? Et là, encore une fois, c'est venu de lui, et ça s'est imposé à moi. Je dis, oui, t'as raison, je vais faire un remix de l'étranger, parce que la joie, c'est ça, où quelqu'un rencontre une série d'événements douloureux, et finalement, à la différence de l'étranger qui demeure indifférent, enfin, en apparence, lui, il est joyeux. Et sa joie monte à mesure que l'adversité lui tombe sur la tête. Donc voilà, donc c'est pas du tout des réflexions très claires, c'est pas du tout un cheminement très bien identifié. Et au fond, c'est même pas vraiment une décision que j'ai l'impression de prendre. J'ai plutôt l'impression qu'elle advient. Une rencontre, justement. Ouais, exactement. Ouais. Je peux pas m'empêcher de te poser la question, du coup, si de temps en temps, quand même, tu es triste, parce que sûr, tu es quelqu'un de joyeux. Mais j'ai l'impression que c'est presque un combat, en fait, cette joie, et que c'est une... j'ai pas envie de dire posture, parce que le terme, il peut pas être un peu péjoratif, et tu vois, comme si c'était faux. Mais du coup, en fait, je comprends que c'est quelque chose qui est essentiel pour toi d'être joyeux, d'avoir cet espoir, ce côté solaire. Ouais. Est-ce que malgré tout, il a pu t'arriver dans ta vie, et tu m'arrêtes si c'est trop personnel, mais de ne pas réussir à avoir cette joie qui te tire du haut? Oui, bien sûr. De toute façon, c'est clairement sur le fond de la tristesse que la joie a du sens. Hein. Non, mais évidemment, moi, je suis pas du tout dans cette... pour le coup, c'est pas une posture. Il est clair que il y a des moments où cette joie me semble facile comme ça à aller chercher sans faire trop d'efforts, mais c'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, je pense que ce qui est communicatif, ce qui parle aux gens, c'est justement de surtout pas leur dire voilà, il y a des méthodes, tu peux trouver la joie dans toutes les circonstances, mais plutôt de leur dire voilà, il y a des moments où ce sera pas possible, il y a des moments où tu vas être juste plombé, triste, et peut-être la joie viendra du fait que tu saches dire c'est comme ça, et que tu saches justement ne pas lutter. Ne pas être toujours dans l'effort de la volonté et être dans une forme de consentement aux choses comme elles viennent, quoi. De lâcher prise, une fois de plus. Ouais, tout à fait. Je voulais quand même parler un petit peu avec toi de technique, Charles, si ça te va, parce que donc on a parlé rapidement des essais et j'aimerais bien qu'on rentre plus en détail tout à l'heure dedans, mais au-delà de ça, le côté écrivain, moi j'ai fait des études littéraires, de lettres, du coup, donc philo un peu, mais moins, et ça m'intéresse, je suis passionnée par ça, et donc en fait, je voulais te demander... quand tu écris un roman, pour le coup, est-ce que tu peux nous parler de la genèse d'un livre, justement, et de qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu as des rituels? Combien de temps tu prends? Est-ce que tu t'enfermes chez toi? Tu me parlais avant qu'on commence du fait que tu avais besoin, pour écrire, d'être dans un endroit un petit peu isolé, par exemple, où tu vois la mer. Donc, en fait, j'aimerais bien comprendre, parce que je trouve que ce processus créatif, il est passionnant, il est différent pour tout le monde, mais c'est pas la même chose, effectivement, d'écrire un essai philosophique et d'écrire un roman. Et donc, j'aimerais plutôt sur la partie roman comprendre, voilà, comment toi, Charles Pépin, tu arrives à sortir de toi, finalement, ces choses assez intimes. Alors, sur le roman, je pense que pour moi, au début, il y a des images. Je vois des scènes et parfois, j'ai la chance d'entendre une voix et je me dis, voilà, cette voix-là, ça doit te donner la note du livre. T'aurais, pareil, je suis désolée de te demander ça, mais un exemple avec l'un de tes romans? Dans le roman La Joie, la première scène, c'est donc une scène que j'avais vécue, même si je l'avais pas vécue exactement dans le même contexte. Donc c'est ce personnage, Solaro, qui arrive sur le parking d'un hôpital, où sa mère, en l'occurrence, est atteinte d'un cancer, elle est soignée, enfin elle est soignée, elle finira par mourir d'ailleurs, mais elle est ce jour-là en soins. Et lui, il se gare juste là, et puis il y a dans le sol comme ça du parking, donc du béton, une petite fleur qui a poussé, une petite tige verte. Et lui, il a comme ça, il fait beau dehors, il a son avant-bras qui sort par la fenêtre, il a la tôle un peu chaude de sa voiture qui le caresse l'avant-bras, et au fond, il est bien. Et donc j'avais ce paradoxe comme ça, comment il peut être bien alors que finalement, il souffre parce que sa mère souffre, parce qu'elle va
peut-être, probablement mourir. Et donc, voilà, ça, je me suis dit, là, ça c'est un sujet de roman, c'est une ambiance, et j'avais aussi la voix, à savoir quelqu'un qui est très proche de ses sensations, et qui, en fait, se comporte bien, parce qu'il est là, parce qu'il va la voir, sa mère, mais qui va bien sûr être mal vu par les autres, parce qu'il n'est pas assez dans la plainte, pas assez dans le gémissement, pas assez dans la pleurnicherie. Donc là, il y a une image, il y a une tonalité, il y a évidemment parfois des phrases, hein. Et puis, il y a aussi, dans les rituels, quelque chose de très intéressant, c'est le moment où, finalement, on est en prise avec quelque chose qui fait qu'on n'a pas vraiment l'impression d'écrire, au sens où on se forcerait à écrire. On est connecté à quelque chose qui fait que ça vient tout seul, quoi. Dans les rituels, moi, je suis très sensible aux matières. Donc, le bois d'une table, aller marcher dehors, les cailloux, la pierre, les graviers. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, je suis à Paris en ce moment et je me suis levé à Paris. Là, on fait le podcast à Paris, mais j'ai quand même fait 1h30 de voiture à chaque aller et retour pour écrire dans un endroit qui est dans un parc, quoi. Donc, je suis très sensible, en fait, à l'environnement. Et à un point que c'est l'impression que c'est comme si j'étais pas le même, quoi. Je peux être dans un environnement urbain un peu bruyant où j'ai l'impression que j'ai aucune idée, que les choses ne se mettent pas en place. Et puis parce que je suis dans un endroit où j'entends un peu, je sais pas, j'entends les oiseaux, où j'ai des mains sur une table en bois, où j'entends un peu, enfin la manière dont le silence est rempli de tellement de bruit. Et là, soudain, ça vient. Donc voilà. Et après aussi, évidemment, pour un roman, souvent il y a une émotion qui est au cœur. C'est-à-dire il y a une émotion qui peut être très précise, qu'on a pu ressentir à un moment très précis, et là on se dit, bah, je vais faire un livre de ça. Donc sur mon premier roman, par exemple, j'avais eu l'impression, alors c'est assez banal d'ailleurs comme sujet de premier roman, j'avais une impression très précise à un moment que le mode de vie qui était le mien devait s'arrêter, quoi, que ma jeunesse était terminée, que ça allait devenir ridicule de persévérer dans un mode de vie qui devait n'avoir qu'un temps. Et donc, très précisément, donc c'est mon premier roman, ça, je suis arrivé à la campagne, en Bourgogne, en voiture, au petit matin, après avoir passé une nuit en boîte. Et donc, j'avais une impression très, très précise. Un mélange d'ivresse et de nostalgie déjà, de fatigue, de joie, de lucidité, un truc très précis. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est le livre. Je vais faire un livre là-dessus. Et après, du coup, on peut écrire 200 pages, 300 pages, inventer une intrigue. Enfin, moi, j'ai du mal d'ailleurs, à inventer des intrigues. Je suis pas beaucoup d'imagination. Et du coup, on tourne autour, on se rapproche un peu comme ça. De cette émotion initiale. En fait, c'est ça. En fait, tu la caractérises et tu la développes, quoi. On fait le roman pour ça. Et du coup, la boussole, dans chaque chapitre, chaque scène, c'est est-ce que on se rapproche de ça? Est-ce que voilà. D'ailleurs, c'est un roman. C'est intéressant parce qu'après, il peut y avoir des gens qui disent, on voit pas ce que ça apporte, ce livre, j'ai pas bien compris, etc. Mais seul l'auteur le sait. Moi, je sais que ce livre-là, pour moi, il est fidèle à ce que je voulais faire et il dit cette émotion. Au niveau des étapes d'après, notamment de la structuration, ça peut paraître peut-être basique et on va dire bêtement technique comme question, mais je trouve ça aussi intéressant comme tu es un philosophe de l'action en plus, comprendre comment tu passes de cette idée, de cette émotion, et ensuite tu la développes justement sur 200-300 pages. Est-ce que tu es méthodique et tu te dis, bon, en fait, voilà l'idée, voilà ma boussole, effectivement, j'adore cette idée. Et ensuite, après, je vais construire une intrigue autour. Est-ce que tu es dans l'intuition, Non, je suis absolument pas méthodique, mais c'est sûrement un défaut. J'entends souvent des écrivains parler de leur méthode, de leur rythme, je me dis, waouh. Non, moi, je suis vraiment complètement bordélique. Je mets tout sur le papier. Prendre un exemple pour La Joie, qui est pour moi mon meilleur livre, selon moi. Un livre que vraiment j'aime beaucoup et qui a beaucoup divisé les lecteurs d'ailleurs. Et en fait, il y avait toute une histoire où, dans le sens chronologique, le narrateur perd sa mère, puis tue quelqu'un en gros par accident, se retrouve en prison et finalement d'une certaine manière condamné à mort, comme dans Les Trajets de Camus, mais dans un autre contexte. Et en fait, j'avais écrit plein de scènes
mais pas dans l'ordre chronologique. Ça a commencé en prison, puis il y avait un flashback, puis on repartait dans le futur. Et pour moi, c'était hyper important de le tricoter comme ça parce que je savais ce que je voulais distiller, je voulais un peu semer le trouble, mettre une fausse piste, etc. Et ça marchait pas du tout, on comprenait rien en fait. Ouais. Et donc du coup, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replacé les chapitres dans l'ordre chronologique, et après j'ai réécrit dans l'ordre chronologique. Donc là, il n'y avait aucune méthode, c'était chaotique, c'était anarchique, mais en revanche, ça a eu un effet de libération, et comme d'éclaircissement. Il y a un moment de trouver ce bon ordre, ça a tout changé. Donc je pense qu'un écrivain plus professionnel, en tout cas un romancier, il n'aurait pas fait cette erreur, parce que se connaissant, sachant sa manière de bosser, sachant sa manière de faire des effets, sachant sa manière d'intéresser le lecteur, de tenir le lecteur, il n'aurait pas pu se planter autant que moi, je crois. Voilà. Donc ça, c'est pour dire que j'ai pas vraiment de méthode. En revanche, sur mes livres de philosophie, notamment les 3 derniers... C'était exactement la question que je voulais te poser. J'ai vraiment une méthode. Que pour le coup, parce que là, on voit que c'est très structuré, et tu disais que tu étais très bon en dissert de philo. Travaillé. On peut l'imaginer. Non, mais ça se sent. Ça se sent par toi, oui, mais pour la plupart des gens que je rencontre en signature, non. Ils me disent c'est incroyable, comme c'est clair, comme c'est simple, comme ça me rend intelligent, comme c'est limpide, merci beaucoup, on sent que c'est facile pour vous et tout. Et pas du tout. En fait, c'est beaucoup plus dur que les romans, et on a un énorme boulot avec mon éditeur, parce que, en fait, l'idée, c'est de n'avoir aucun jargon, aucun terme technique, c'est vrai que c'est des livres, Les Vertus de l'échec, La confiance en soi, qui commencent à avoir beaucoup de lecteurs, et quand on arrive à ce niveau de lectorat, ça veut dire qu'on a parmi ces lecteurs des lecteurs qui le disent eux-mêmes, qui lisent moins de 5 livres par an. Donc moi, j'ai beaucoup de lecteurs qui me disent, voilà, en fait, j'ai adoré votre livre, j'ai lu, cette année-là, j'ai lu ce livre-là, et c'est tout, quoi. Ils ont lu 3 livres. Quelle victoire, quand même. C'est incroyable. En tout cas, d'abord, ça fait hyper plaisir. Parfois, ça fait pas plaisir quand je vois qui sont les 2 autres livres, et ça, passons. Mais ça, c'est peu importe. Mais en revanche, ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement dur en vérité, si je suis honnête, moi, je suis plutôt un intello, voilà. Ma langue naturelle n'est pas celle-là. Ma langue naturelle, elle est plus complexe, elle est plus compliquée. Mais c'est ce que je voulais dire quand je disais que c'était... Parce que moi, du coup, j'ai aussi fait des études littéraires et je suis aussi agrégée, pas de philo, mais voilà. Donc, en fait, si tu veux, c'est pour ça, exactement, c'est pour ça que j'ai compris, si tu veux, ce que tu faisais, qui était de vulgariser, mais de manière quand même très fine. Et donc, en fait, j'ai trouvé que c'était... c'est pas pédant, tu sais, parce que parfois, en plus, quand il y a des gens qui vulgarisent, du coup, ça peut être un peu... on va dire condescendant. C'est pas du tout le cas. On sent que t'es vraiment dans le partage, en fait. Mais j'ai eu ce problème aujourd'hui encore d'écriture. C'est dur à imaginer de l'extérieur. En fait, je parlais de la contingence. Donc la contingence, c'est quand les choses arrivent, elles auraient pu ne pas arriver. Et je disais, en gros, saisir le réel à travers le concept de contingence permet de mieux en saisir la saveur, etc. Mieux apprécier le goût d'un baiser, d'une rencontre amicale ou professionnelle. Et en fait, mon éditeur me dit, mais non, en fait... Le terme contingence ne va pas. Saisir le réel au travers du concept de contingence, je suis désolé de te le dire, mais tes lecteurs, ils ne lisent pas cette phrase. Non. Tes lecteurs de ces 2 derniers livres, en fait, ils s'arrêtent là. Ouais. Cette phrase, ils ne la comprennent pas. Donc, il n'y a pas ni de condescendance, ni rien. C'est juste un fait. Donc, il me dit, tu veux leur parler ou pas? Donc, après, c'est clair que oui, je veux leur parler. Du coup, cette phrase, faut la refaire. Et parfois, je la refais 5, 6, 7, 8 fois. Jusqu'à ce que ce soit, selon moi, parfait, mais ça veut dire que j'ai pas non plus cédé sur la précision de la pensée. Ça. Et donc, en fait, c'est extrêmement dur. Et donc, c'est beaucoup plus de boulot. Alors moi, je vois souvent... c'est beaucoup plus de boulot qu'un roman où on se lâche, où on dit de toute façon qu'on comprenne qui voudra, ou en plus, il y a le rapport esthétique est plus fort. Donc on se dit, si c'est beau et qu'on comprend rien, c'est pas grave, c'est beau. Là, non, il faut que ce soit... je sais que ce soit beau, mais il faut que ce soit surtout précis, implacable, et c'est comme des démonstrations aussi. Donc là, dans le chapitre que j'ai fait aujourd'hui même, je parlais du fait que ça a l'air évident que pour rencontrer des gens, il faut sortir de chez soi, mais après, j'avais une autre idée, qu'il faut sortir de chez soi de manière non routinière, en cassant l'habitude, et j'avais une autre idée, qu'il faut sortir de chez soi, donc aller dans l'extériorité, mais avec une vie intérieure riche, et j'avais une dernière idée, c'est qu'il faut avoir des attentes, mais pas trop précises. Et finalement, le truc qui a l'air évident quand on le lit, presque je pourrais me faire attaquer pour la palissade. En fait, si on regarde dedans, et parfois quand je suis attaqué, je fais cet exercice avec les gens, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une armature conceptuelle assez serrée. Qu'il y a la question de l'action et de la contingence, il y a la question de l'attente et de l'imprévu,
il y a la question, qu'est-ce que j'ai dit d'autre, là? Oui, de la vie intérieure et de l'extériorité. Exactement. Et donc, finalement, ça a l'air ultra simple, on dirait du Marc Lévy, sauf qu'en fait, il y a un sous-texte qui est énormément travaillé. Donc, oui, c'est vraiment beaucoup de boulot. Et d'ailleurs, ça me fatigue un peu, là. Et d'où le roman bientôt. Quand j'aurai fini ce 3e tome de la trilogie, disons que je retournerai à un type d'écriture où je me fais plus plaisir personnellement. Alors que là, je pense, d'ailleurs, c'est quelque chose qui me plaît aussi, parce que j'ai été prof et j'adore la pédagogie. Mais là, ce livre-là, j'écris pour les autres, quoi. Ouais, t'es dans l'effort. Moi, c'est bon, j'ai réfléchi, je sais ce que j'ai à dire sur la rencontre, je l'ai vécu, je l'ai habité. Maintenant, là, je fais un livre pour les gens. Alors, donc c'est très bien, mais c'est fatigant, c'est dur. Est-ce que t'as une phrase ou une phrase que t'aurais écrite dont t'es particulièrement fier parce que justement, elle incarne un peu cette simplicité, mais avec cette armature conceptuelle? Ouais, mais enfin j'en ai pas mal, mais il y en a une qui me vient à l'esprit là. En gros, c'est de dire mon côté un peu geek littéraire qui ressort. Je suis désolé. La joie est possible même quand le bonheur ne l'est plus. La joie est possible même quand le bonheur ne l'est plus. Ou alors toute cette distinction entre la joie et le bonheur qui a l'air un peu évidente quand on parle comme ça. En fait, il y a une armature conceptuelle très serrée derrière. La joie est une émotion passagère qui jaillit, le bonheur est un état durable. Puis après, on peut affiner le concept. En fait, souvent, on dit oui, alors qu'on n'est pas heureux parce que on a des problèmes, l'état du monde va mal, on n'a pas de satisfaction existentielle durable, donc on n'est pas heureux. Et en même temps, on est capable de moments de joie, donc comme des jaillissements. Donc en fait, la joie n'est pas le bonheur. Et en même temps, elle annonce que le bonheur est possible. Elle est la promesse du bonheur. Donc finalement, on est quand même heureux quand même. Voilà. Donc en fait, on s'aperçoit que dans des énoncés comme ça, très simples, il y a vraiment beaucoup de choses derrière. Et après, j'ai aussi toute une histoire quand même particulière, parce que moi, j'ai été donc en fac de philo. J'étais en fac de philo un petit peu pendant 1 an, et puis après, pendant l'année où j'ai passé la Greg. Et donc, j'ai toujours été un peu regardé de travers par les professeurs du Sérail. Et ça m'a longtemps poursuivi, puisque je me suis retrouvé très jeune prof en Cagne à la Légion d'honneur. Et l'inspectrice de philo est venue me voir en disant que c'était pas possible, que j'avais pas fait assez de philo. Et donc j'ai toujours été soupçonné au fond de n'être pas assez rigoureux, d'avoir pas assez étudié. Enfin, t'es engagé quand même, donc il y a un moment donné où... L'ironie de l'histoire, c'est mieux que ça. C'est qu'elle est cette femme, donc dans le monde de la philo, c'est la doyenne de l'inspection générale des philosophies, donc c'est une sorte de statut du commandeur, quoi. Et donc elle est venue m'inspecter la première année où j'étais en Hippocagne, et elle a dit que j'avais pas le niveau en philo parce que j'avais fait d'autres études et que j'avais eu la grecque trop vite. Que j'avais donc pas eu le temps de lire. Et c'est là que je lui ai dit, c'était drôle, elle l'avait donc oublié. Bah oui, mais c'est vous qui étiez présente du jury. Non. l'année où je l'ai eu. Donc c'est vous qui m'avez donné la grecque trop vite. Et tout ça pour dire que... Surtout qu'on peut quand même dire, je veux pas te jeter des fleurs, mais l'agrég de philo est quand même l'une des agrégations les plus dures. Je sais pas combien il y a d'agrégés de philo par an, mais il y en a vraiment très peu. Oui, donc c'est quand même pas, enfin je veux dire, on l'a pas par hasard, quoi. Oui, sûrement. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est que dans l'autre sens, il y a une cohérence dans ces rapports un peu tendus. C'est que quand j'étais à la fac, en fait, je remarquais qu'il y avait beaucoup de professeurs, donc très compétents au sens académique, et très compliqués à comprendre, mais qui en fait ne disaient pas grand-chose. Et à l'inverse, le jargon, il y avait des profs qui avaient l'air un peu comme ça, cool, détendus, et en fait, ils disaient énormément de choses en termes de contenu substantiel, comme aurait dit Hegel. Le contenu substantiel était là, mais la forme était très simple. Et donc, moi, c'est ma culture, quoi. Et d'ailleurs, c'est aussi dans la tradition française. Bah, c'est celle de Socrate quand Sartre aussi. était au lycée, il était très clair. Quand Alain était au lycée, il était très clair. Quand Bergson était au lycée, Bergson, un des plus grands génies du XXe siècle, il était prof de lycée à Clermont-Ferrand, je crois, toute sa vie. Donc moi, c'est ma culture, c'est ma tradition. Je préfère dire simplement des choses complexes que de complexifier sans raison. Et après, j'irais même jusqu'à dire que je suis pas sûr qu'il y ait dans le réel des choses pour lesquelles on ne puisse pas se passer de jargon complexe. Ça se trouve, ça sert à rien, en fait. Je crois qu'on peut travailler comme ça. Par contre, c'est du travail. C'est ça, c'est du travail. En fait, souvent, finalement, c'est un peu de fainéantise intellectuelle, quoi. Ouais, un peu de mépris aussi, un peu aussi de logique de classe, se persuader qu'on est le sachant.
Et puis, c'est un cercle vicieux parce qu'il y a plein de gens qui fantasment là-dessus, qui adorent ça, que ça excite. C'est ça. Donc, du coup, ça se nourrit, voilà. Bon, comme le temps passe, je suis obligée de passer assez rapidement sur les 2 livres, La confiance en soi et Les vertus de l'échec. Je voulais en parler quand même. Il y a juste une phrase, j'aimerais bien que tu me dises un petit peu plus, enfin que tu me l'explicites, que tu me fasses un cours dessus rapide. Tu dis, si je me trompe pas, avoir confiance, c'est être prêt à accueillir un imprévu, c'est avoir un rapport heureux à son doute. Donc là, il y a plein de concepts, bonheur, le doute, l'imprévu. Est-ce que tu pourrais justement, je l'ai trouvé vraiment intéressante cette phrase, et assez simple, du coup, effectivement. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, avec quelques mots simples, qu'est-ce que tu entends par là? Oui, et c'est un très bon exemple, parce que c'est pas simple du tout, en fait, puisqu'il s'agit de se préparer à quelque chose qui s'appelle l'imprévu. Donc, en fait, c'est le genre de paradoxe que je trouve très intéressant. Ça me rappelle mes élèves de lycée qui parfois, mais monsieur, vous l'avez déjà dit, on a compris. Alors que le truc est hyper compliqué, qu'on pourrait en parler 10 ans avant de l'avoir compris. Et donc là, l'idée, c'est que, évidemment, la confiance dans une pratique, dans une rencontre, dans un métier, dans un sport, c'est évidemment quelque chose qui vient avec l'expérience. Donc, avec une forme de préparation, avec une forme de répétition. Mais, le paradoxe, c'est que si, quand j'agis, je crois que j'ai confiance parce que je maîtrise, en fait, j'ai pas confiance, je suis juste dans la compétence. Et donc, souvent, on confond la confiance avec la compétence. Et on pense qu'avoir confiance, c'est simplement être très à l'aise pour répéter ce qu'on sait déjà très bien faire. Eh ben non, ça s'appelle pas la confiance, ça s'appelle la compétence. La confiance, c'est un peu plus. C'est quand, ou un peu moins d'ailleurs, c'est quand ce que je sais répéter très bien m'autorise à tenter quelque chose que j'ai pas encore réussi, c'est ça. Et à oser quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais je vais pouvoir y aller et oser que parce que je maîtrise quelque chose. Simplement, c'est pas ça. Donc il y a une sorte de valse à 2 temps qui fait que je me rassure dans la répétition pour finalement aller explorer quelque chose d'inconnu. Autrement dit, je me prépare par la répétition, mais à aller vers l'inconnu. Et évidemment, la vraie confiance, c'est quand quelque chose d'imprévu arrive, mais que je le sens bien, parce que j'ai été préparé. Et alors, qu'est-ce qui nous prépare ? Il n'y a pas que la répétition et la compétence, il y a aussi la connaissance de soi, il y a aussi la curiosité, il y a aussi la joie de vivre, le sentiment amoureux, il y a plein de choses en fait qui nous préparent à surfer dans l'imprévu sans trop trembler. Et évidemment, le danger, c'est de se dire, c'est le danger de la surcompétence, quoi. C'est de se dire, comme ceux qui ont peur de prendre la parole en public, je vais tellement me préparer, je vais tellement prendre le bon coach, je vais tellement apprendre par cœur mon speech, je vais tellement le répéter que je ne pourrai pas me planter. En fait, il n'y a rien de pire comme façon de penser, parce que dans une prise de parole en public, il y aura toujours de l'imprévu, il y aura plus de micro, il y aura des gens qui feront un malaise, il y aura des mauvaises blagues, des gens qui s'endorment, des gens qui ont l'air haineux. Il y aura l'organisateur qui aura mal organisé son truc et il restera plus que 20 minutes, on aura prévu 50. Donc en fait, si on est trop préparé, on va pas être confiant au moment du surgissement de l'imprévu. Ça veut dire que dès le début, il faut se préparer en vue du surgissement de l'imprévu. Et d'ailleurs, c'est pour moi le cœur de la sagesse philosophique. Quand les sages anciens des stoïciens, Socrate, même jusqu'à Montaigne, disent philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est se préparer à mourir. Vous croyez quand même pas qu'ils veulent dire qu'on va se préparer à mourir tellement bien qu'on va être prêt. On aura bien bossé, on aura bien répété, merci, on va être Montaigne. Prêt. Bien sûr que non. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas ? Pourquoi ils disent se préparer à mourir si on n'est pas prêt ? Eh ben justement, il faut se préparer le plus possible, parce que quand ça viendra, on sera pas prêt, mais il faut se préparer pour le vivre le mieux possible. Pour vivre le mieux possible le fait qu'on ne sera pas prêt. Et c'est pareil pour une grande histoire d'amour. C'est pareil pour l'exploration d'un nouveau métier. En fait, il y a plein de façons de se préparer, mais il faut se préparer à bien vivre le fait que, heureusement, on n'est pas prêt à tout, parce que ça s'appelle la vraie vie, on n'est pas encore des cyborgs, on n'est pas encore des programmes, des logiciels, et c'est ça qui fait c'est ça qui fait une vie humaine. Au fond, il y a un imprévu. La question, c'est comment je réagis face à l'imprévu. Est-ce que je suis créatif ? Est-ce que je suis agile ? Est-ce que je rebondis ? Ou est-ce que je panique parce que ça correspond pas à ce que j'ai préparé ? J'ai fait une conférence il y a 3 jours avec le patron d'une énorme entreprise française, mais c'était incroyable, quoi. C'était un dialogue à 2 voix par Zoom, donc en plus à distance, et il y avait tous les collaborateurs qui nous écoutaient. Et en fait, j'ai essayé de lui expliquer que c'était pas la peine, en fait, de tout préparer, de faire un séquençage des 45 minutes, minute après minute. Mais lui, c'est pas sa culture, quoi. Ouais. Sa culture, c'est de préparer,
Mais préparer, on le fait tous, mais c'est de préparer avec l'illusion que ça va se dérouler exactement comme ça. Exactement comme on l'a préparé. Ouais. C'est-à-dire que c'est très bien d'anticiper, mais le danger, c'est quand l'anticipation va dévorer l'intuition, l'imagination, la créativité. Et pour moi, la vraie vie, c'est l'improvisation. Encore une fois, l'improvisation se prépare, se travaille. Bien sûr. On peut pas improviser si on n'est pas dans une certaine maîtrise, mais l'improvisation, c'est une maîtrise qui s'autorise une immaîtrise. Or, la vraie vie, je vous apprends rien, nous oblige à improviser. Et d'ailleurs, pour revenir à cette perspective réjouissante de la mort, on sera bien obligé d'improviser. Parce que personne n'est jamais revenu pour nous dire comment ça se passe. Donc s'il y a bien un domaine où il faudra improviser, et donc c'est la mort autant que la vie, quoi. Voilà, la vraie vie, c'est l'improvisation. Et la confiance, c'est de se dire, ok, je vais réussir à improviser. Et je l'ai tellement vécu avec mes élèves, j'avais des élèves parfois complètement coincés, incapables de faire un oral, et en fait, ces élèves pensaient que la seule manière de se rassurer était d'avoir préparé. Et à un moment, je pense que je savais vraiment le faire. Enfin, c'était quelque chose de mon métier que j'adorais. C'est de dire, mais non, en fait, tu ne seras jamais prête ou complètement prêt. Et si tu l'acceptes, ça va bien se passer. C'est comme par rapport au bac philo, il y a beaucoup d'élèves qui disent, mais monsieur, on est en mai, il y a 25 notions, on n'en a fait que 17. Est-ce que, comment on va faire si ça tombe sur une notion qu'on n'a pas faite? Et puis là, je dis, mais attends, en fait, ce que vous voudriez, c'est qu'il n'y ait pas d'aléas. Et moi, je vous dis un truc très clair, il y a, je sais pas, 5-10% des profs de philo qui sont des vrais tarés, ils notent n'importe comment, il n'y a rien à faire. Ils notent n'importe comment. Et c'est comme ça, personne le dit, mais c'est comme ça. Ils sont là, ils ont la haine, ils n'ont pas envie de corriger le bac, c'est une contrainte. Et donc, les élèves sont libérés en tout cas, sont libérés de se sentir capables de dire, oui, il y a de l'aléa. Il y a de l'aléa. Ouais. D'ailleurs, je sais pas quand sortira le podcast, mais on l'a oublié là. En fait, on est dans une maladie du principe de précaution, en ce moment avec cette crise sanitaire, qui empêche les gens de vivre, empêche les gens d'aller au cinéma, d'aller au théâtre. C'est très bien de prendre les précautions d'usage. Il faut mettre le masque, se laver les mains, mais il n'y a pas de raison que ce principe de précaution ne dévore toute l'activité, toute l'économie, n'empêche les gens de sortir chez eux. Il y a une maladie, voilà. Et c'est la même maladie. On voudrait tout contrôler. On voudrait tout prévoir. On voudrait tout maîtriser. Le problème, c'est qu'on fait plus rien. Et dans une philosophie de la confiance, eh bien, il y a un moment où c'est pas une philosophie de la maîtrise. C'est une philosophie où ce que je maîtrise me rassure et m'aide à accueillir ce que je ne maîtrise pas. Même à le désirer, en fait. Écoute, je te remercie. Tu vois, je suis bien contente d'avoir posé cette question parce que c'était merveilleux comme réponse. Du coup, j'en ai une autre sur la confiance. Un autre point qui m'avait marqué dans le livre, que j'ai trouvé, en fait, au fond simple, mais qu'on m'avait jamais dit, c'est que tu dis à un moment que la confiance, finalement, paradoxalement, elle ne vient pas de soi. Très souvent, en fait, elle vient grâce à l'aide de l'autre. Bien sûr. Mais tu as donné un très bon exemple de la petite fille avec son père qui lui apprend à faire du vélo. Et j'aimerais bien que tu reviennes dessus parce que je pense que c'est un message qui est important aussi à faire passer. Je pense que dans la confiance en soi, il y a 3 dimensions toujours qui s'entrelacent. Ce qui vient de moi, de ma compétence, ce qui vient des autres, de leurs conseils, de leur empathie, de leur bienveillance, de leur amour, et ce qui vient du monde, ça c'est plus mystique. Mais, comme tu le suggères, en fait, chronologiquement, ce qui est premier chez nous les humains, c'est la confiance qui vient de l'autre. Parce qu'au début de la vie, je suis dépendant, je suis petit, fragile, je peux rien faire tout seul. Donc ma confiance en moi va pas venir de moi-même. Je vais être rassuré par les autres, ce que Boris Cyrulnik appelle les attachements précoces, et je vais être sécurisé d'abord par les autres. Je suis un être de relation, un petit animal relationnel. Donc en fait, ma confiance, elle se tisse d'abord entre les autres et moi. Après, évidemment, ça c'est chronologique. Ça veut pas dire que c'est toujours le premier plus tard. Par exemple, si quelqu'un est en crise de confiance à l'âge adulte, mais vraiment en panique, en crise de confiance totale, faut pas lui dire d'aller trouver de la réassurance dans le regard des autres, parce que le regard des autres le traumatise. Ouais. Il faut lui dire de se recentrer sur une compétence même très simple et de reprendre pouvoir sur sa vie à travers la maîtrise d'une technique, du dessin, du piano, du jardinage, ce que vous voulez. Et aussi, il y a un autre chemin intéressant, c'est le chemin mystique. C'est de se dire, je vais trouver ma confiance dans la contemplation de la beauté du monde, en Dieu, si je crois en Dieu. C'est ça, qui n'est rien d'autre qu'une personne extérieure, entre guillemets, pour te donner ta confiance. Et le point commun, et c'est ça ma thèse, en fait, c'est que, après, le titre, du coup, est finalement pas hyper adapté au livre, mais c'est que la véritable confiance en soi, elle est plutôt une confiance en autre chose que soi.
que ce soit le monde, la chance, la vie, autrui, ma mère, mon boss, mon collaborateur, mon amoureux, mon amoureuse, ça fait beaucoup d'autres que soi. Et au milieu, il y a moi, alors ça joue un peu, hein. Je me connais, je développe mes compétences, mais nous, enfin, aujourd'hui, on a un défaut, c'est qu'on en met trop sur le moi. Et c'est pas, c'est culpabilisant pour les gens qui y arrivent pas. Et puis c'est aussi trop de pression. Parce que si trop de choses dépendent de moi et si j'y arrive pas, bah, ça me met trop de pression. Si je comprends que je peux trouver la confiance dans la relation, dans la musique, dans le ciel, et dans autre chose que moi. Ouais, bien sûr, un mentor, un coach, un psy, évidemment. Mais c'est pas d'ailleurs en eux, c'est dans la relation que je tisse avec eux. Comme ça, sortir de soi pour se retrouver plus libre, plus confiant, quoi. Charles, merci pour tous ces moments. Je termine en général le gratin par un espèce de crible où je pose des questions un petit peu plus perso. Ouais. La première que j'aime bien poser, qui va te parler, je pense, c'est est-ce que tu as vécu un moment d'échec, des erreurs, des doutes aussi, sinon, très forts, et surtout, si tu peux nous les partager avec les enseignements que tu en as tirés. Oui, j'en ai vécu beaucoup. J'ai fait une dépression avant d'avoir mon premier enfant. J'ai fait une dépression, je sais même pas pourquoi. Après tant d'années d'analyse, je sais toujours pas. Ce qui est sûr, c'est que c'était vraiment pas très agréable. Je l'ai interprété comme le fait que je m'étais jamais arrêté. C'est-à-dire, j'avais vécu vers l'âge de 17 ans une période un peu de tumulte familial, suite auquel j'avais foncé, quoi. J'avais avancé. J'avais fait plein de choses et j'avais jamais accueilli, je pense, j'avais jamais laissé d'espace pour la tristesse, quoi. Donc je pense qu'elle m'a rattrapé d'un coup. Après, il y a eu, peut-être aussi, ça s'est greffé à du surmenage plus classique. Toujours est-il que j'ai vécu cette dépression avec l'incapacité à dormir, à manger. Ça n'a pas duré très longtemps, la période dure, mais elle a quand même existé. Et en tout cas, ce que ça m'a permis de découvrir, c'est la psychanalyse, qui a été pour moi décisive. Ça m'a jeté sur le divan, j'y suis resté tellement longtemps après, et c'était pour moi quelque chose de très enrichissant, qui a changé mon regard sur la philosophie aussi, qui m'a permis de voir que beaucoup de philosophes mentaient en fait, étaient dans un déni de l'existence, des affects, des émotions, étaient dans des très beaux systèmes rationnels. Ça m'a donné aussi un autre regard sur la littérature, il y a beaucoup d'écrivains très poseurs, ça m'a donné un autre regard sur les relations humaines, ça m'a rendu moins con, je dirais, moins arrogant, moins méprisant. Donc ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, quoi. Donc ça, c'était un échec. Et je l'ai quand même vécu avec un fort sentiment d'échec, hein, quand on n'est pas capable de vivre, en fait, pendant des semaines, voire des mois, et qu'on comprend pas pourquoi. C'est un peu bizarre. Mais donc ça, voilà. Après, j'ai eu aussi un bel échec avec un livre, hein, Les philosophes sur le divan. Que j'ai lu. Ouais, c'est un livre assez, ouais, je le trouve assez fort quand même, parce que c'est la psychanalyse de Platon, Kant et Sartre en huis clos. Le parti pris est fort, clairement. En huis clos chez Freud. Et c'est un livre qui était long à écrire, parce que j'ai fait beaucoup d'enquêtes, il fallait que chacun ait sa voix, que je connaisse beaucoup d'éléments de leur biographie. Et c'est vrai que, alors je reconnais que j'ai un défaut, c'est que à chaque fois que je fais un truc, mais les gens ils vont se dire, c'est qui ce mec? Chaque fois que je fais un truc, enfin, surtout jeune, maintenant la vie m'a appris à voir les choses autrement, j'ai l'impression que ça va être l'explosion totale, quoique je pensais que j'allais avoir le Goncourt à 26 ans, je pensais tout que j'allais travailler dans le monde entier à chaque fois, et la vie m'apprend qu'en fait ça se passe pas comme ça, qu'on progresse doucement, on suit son chemin. Toujours est-il que je le reconnais, finalement c'est l'humilité que de reconnaître cette arrogance rétroactivement. J'avais l'impression que ce livre-là, j'avais fait un truc énorme. J'avais l'impression que c'était une psychanalyse de la philosophie occidentale, et donc il m'avait épuisé en plus. C'était le moment où j'attendais, enfin pour le coup, mon ex-femme attendait notre 3e enfant. Donc en plus c'est un peu une période de vie un peu avec beaucoup de choses, quoi. Et quand il est sorti, alors j'en attendais énormément. Ça a été un échec à peu près sur tous les plans. C'est-à-dire pas de lecteur, quoi. Enfin, un truc qui n'existe pas. Pas de critique. Quasiment rien, quoi. Donc, une énorme claque, quand même. Et comme tu disais dans le livre, d'ailleurs, c'est l'écart entre l'expectations, comme on dit les attentes, voilà, et le résultat qui fait que... Mais je reconnais que j'étais complètement immature, hein, de vouloir autant, d'attendre autant.
Mais en tout cas, je l'ai vraiment vécu comme un sentiment d'échec. Et d'ailleurs, ça m'a fait me poser les bonnes questions quand même. Parce que c'est vrai que c'était écrit de façon... C'était pas cohérent comme livre. Il y avait trop de trucs en même temps, c'était un mélange de théâtre, mais c'était pas clair. Parfois, ça allait très au fond dans l'inconscient des philosophes. En fait, j'avais mis mes symptômes à moi, que j'avais attribués à des philosophes. Finalement, ça m'a fait me poser les bonnes questions, à savoir quelle langue faut-il pour dire quoi, à qui je m'adresse, pourquoi j'écris. Et c'est suite à ça que j'ai été capable d'écrire en pensant au lecteur de manière plus simple, plus cohérente. Et en fait aussi en n'écrivant pas pour mon petit surmoi, parce qu'en fait je me faisais plaisir avec les philosophes sur le divan. En gros, je crois que en fait je m'écrivais pour mon psy en gros, parce qu'en fait si on résume dans ce livre, moi j'étais devenu l'analyste, parce que c'est moi le narrateur, et j'avais attribué mes symptômes à Platon, Kant et Sartre, qui étaient donc sur le divan à ma place. Et moi j'ai pris la place de mon psy, dont il se trouve que ce psy donc il est philosophe avant d'être psychanalyste et normalien, etc. Donc en fait c'était un délire. Donc finalement, quand on s'adresse à une seule personne ou à son surmoi, c'est normal, ça n'intéresse pas les autres. Donc j'en ai tiré des leçons. Et puis voilà, après j'ai eu dans l'enfance pas mal d'échecs parce que j'avais beaucoup d'ambition dans le sport et notamment pas mal de moments différents sports. À chaque fois, j'avais des blessures et qui faisaient que je devais arrêter et que je me suis tourné comme ça vers les choses de l'esprit en bifurquant. Donc j'ai l'impression d'avoir connu beaucoup plus d'échecs que de succès et d'avoir en tout cas du point de vue du sentiment, avoir beaucoup plus le sentiment de l'échec que le sentiment du succès, quoi. Que j'ai rarement eu, en fait. Même quand j'ai fait des livres qui ont été des gros succès de librairie, notamment avec Jules, le dessinateur, on avait fait La Planète des Sages, une bande dessinée qui avait été très très gros succès de librairie. Je me souviens pas m'être identifié à succès, finalement. Je me suis davantage identifié à mes échecs en les prenant mal et en les vivant à fond, quoi. Mais mes succès, je les ai plutôt regardés en tant que spectateur, en fait. Et ce qui m'amène à te demander finalement la fameuse question difficile de comment est-ce qu'on arrive à qualifier le succès ? Parce que finalement, alors on peut mettre des indicateurs de performance, des choses comme ça. Il y a le sentiment de satisfaction qui peut venir à un moment donné. Ouais. Mais finalement, à quel moment est-ce que tu te dis... C'est juste un sentiment, finalement, le succès pour toi ? Déjà, avant d'arriver au succès, on va dire objectif, la reconnaissance, des choses comme ça, il y a pour moi une réussite, c'est la joie du créateur quand j'ai la chance de la goûter. Ça, quand c'est là, c'est évidemment assez rare, mais quand c'est là, on n'a plus besoin de rien, quoi. C'est Bergson qui disait très justement, il y a un moment où on est dans la joie du créateur, et puis quand cette joie s'en va, parce qu'on a fini ou parce qu'on est plus créatif ou créateur, alors on a besoin du bonheur, de la reconnaissance des pairs sociales, mais c'est en compensation du fait que la joie du créateur n'est pas là. Donc moi, ma première réponse, pour moi, ma boussole, c'est d'avoir une joie de créateur. Je l'ai évidemment pas suffisamment, mais quand je l'ai, j'ai besoin de rien d'autre. Ensuite, il y a un critère quand même par rapport au livre, c'est que quand on en fait son métier, on sait quand même ce que c'est pour soi qu'un bon livre. Donc on peut le savoir quand on l'a écrit. Donc on peut avoir un critère personnel qui est assez objectif. Et puis, plus globalement, je dirais que la vraie réussite, c'est de pas trop trahir son désir. C'est-à-dire d'être sur son axe, de faire des choses que ça marche. Enfin, le drame, c'est quand ça marche et qu'on est infidèle à son désir, en fait. Quand ça marche et qu'on se trahit, c'est très dur à vivre. Ce qu'a vécu, par exemple, est très mal vécu. Je crois qu'il s'est suicidé peut-être en partie pour ça. Nino Ferrer, qui était un chanteur expérimental, qui a inventé la techno, et puis il a eu des très gros succès avec des chansons un peu nulles, comme Gaston, il y a le téléphone qui sonne, ou Mirza, mais où est passé ce chien? Et en fait, il a été en décalage, parce que ce succès ne lui ressemblait pas. D'ailleurs, Kurt Cobain de Nirvana, c'est un peu ça. Hein. Donc ça, c'est pas un succès, parce que c'est un succès qui entre en contradiction avec le désir profond, avec la vérité axia à l'intérieur de l'être. Du coup, on arrive à l'idée que le succès, pour te répondre, c'est quand on rencontre les autres, la reconnaissance, en même temps qu'une fidélité à son véritable désir. Je sais pas si ça arrive souvent, mais ça me paraît une belle définition du succès. C'est clair, je vais la retenir pour un podcast qui s'appelle Le Gratin, ça fait sens. Est-ce qu'il y a quelque chose en quoi tu crois qui est profondément controversé ? Controversé, je sais pas. C'est marrant comme question. Controversé, non. Moi, controversé, non, mais quelque chose dans lequel tu crois qui n'est pas l'avis, on va dire, général, tu vois, du public, du monde, quoi.
Alors, en ce moment, je suis influencé par l'époque dans laquelle on vit. Je crois profondément que en cette période de Covid, post-Covid, on prend un très mauvais chemin avec cette politique de la peur et de la précaution extrême. Et ma conviction, c'est que notre civilisation risque de mourir de ça davantage que de ce dont on voudrait nous protéger. Donc, je pense que la vie est plus importante que la santé, au fond. Et ça, c'est peut-être un peu controversé aujourd'hui. Je pense que l'obsession de la santé. C'est un bel exemple. Voilà. Après, moi, j'ai plutôt des convictions, je dirais, consensuelles. Encore une fois, si on comprend que derrière une évidence, il y a quelque chose, je crois, de vrai ou de profond. Je pense, par exemple, que la joie de vivre est un très bon critère, un très bon indicateur. Notamment, par exemple, dans les entreprises. Je pense qu'on devrait, au lieu de soupçonner le joyeux d'être un tir au flanc, on devrait y voir la preuve de sa compétence ou de son talent. Et aussi, autre chose assez évidente, mais je pense intéressante à rappeler, j'ai l'impression que si on prend soin du corps, du corps des autres, on a aussi une boussole très intéressante, notamment, pour revenir à la question d'avant, quand on réussit mais qu'on est mal dans son corps, par exemple, qu'on a des symptômes qui viennent comme ça nous taquiner, nous parler, alors c'est qu'en fait, on a peut-être réussi au sens social, ou financier, ou de la reconnaissance, mais on a trahi ce qui compte pour soi, et notre corps nous le rappelle. Donc voilà, écoutons son corps, développons la joie de vivre, et ne soyons pas obsédés par la précaution, parce que en fait, la vie, c'est le risque, hein, et le sens du risque, à un moment, il est dévoré par l'excès du principe de précaution. Là, je te raconte ça, alors que je me rends dans un quart d'heure dans une salle de cinéma pour faire une conférence, et franchement, on a une salle de 300 places, et en fait, on a une jauge à 160, on comprend pourquoi, mais je comprends pas bien, en fait, si on réfléchit, si on fait attention, c'est un bon exemple, parce que ça veut dire au lieu de relancer la machine à 300, on fait la moitié. Mais si on voit que si les gens font attention, si les gens mettent des masques, si les gens se lavent les mains, ils vont pas se positionner dessus les uns à côté des autres. Donc, je vois pas pourquoi on laisse c'est ridicule de laisser un siège libre de manière dogmatique, de manière rythmée, surtout de manière quand on voit indiscutable. les cafés à côté. Exactement. Ça n'a aucun sens. Ouais. Et surtout que je suis très, très frappé. Moi, je parle comme ça, c'est pas mon domaine, mais par l'absence de créativité. Parce que si le problème, c'est de se cracher dessus, en gros, ou de se positionner dessus, alors pourquoi ne pas inventer un système de petites barrières, là, comme les plateaux repas qu'on lèverait, là? Pas compliqué. Donc, en fait, alors que non, tout le monde s'est dit, non, c'est bon, je vais réduire de moitié la voilure, sans même tenter, de manière créative, de trouver d'autres solutions. Des idées de business, Charles. Là, t'es en train de nous lancer des idées de business, c'est très bien. C'est ça. Ma dernière question, parce que je dois te laisser. Est-ce qu'il y a un ou des livres qui t'ont profondément marqué et que tu penses être des livres, c'est peut-être un peu prétentieux comme question, mais qui devraient être lus par le plus grand nombre? Bah oui, là, comme ça, j'ai un exemple qui me vient tout de suite en tête. Alors, il n'est pas hyper facile à lire, mais c'est quand même un bon exemple. C'est Le Royaume d'Emmanuel Carrère. C'est un livre sur la vie de Jésus. Non que je sois croyant, mais c'est juste que c'est passionnant. Parce que Emmanuel Carrère n'était pas croyant, et puis il a eu la foi quelques années, et après il l'a perdu, et il raconte ça dans Le Royaume. Et ce qui est très beau, c'est que, qu'on soit croyant ou non, ça nous montre que, en fait, l'histoire de l'humanité a été cassée en deux par un homme qui a un jour dit des choses folles qu'on n'avait jamais dites, sur l'amour notamment. Et donc, si on y croit, eh bien on a le regard complètement transfiguré. Si on n'y croit pas, au moins on comprend ce qui se passe dans le cœur de ceux qui y croient. Donc ça, c'est pour moi un très grand livre. Autrement, j'adore aussi vraiment L'étranger de Camus, qui est le livre finalement que j'ai remixé, je dirais comme une sorte de DJ dans la joie. Alors, je sais pas ce qu'il peut apporter aux gens, mais quand même, à mon avis, notamment un regard critique sur l'espèce de conformisme. En fait, ce qui a agacé Camus, je crois que c'est un des déclencheurs du livre, c'est les pleureuses d'Oran. C'est-à-dire ces femmes qui, pendant les enterrements, pleurent automatiquement, elles pleurent tout le temps automatiquement. Eh bien voilà, c'est toujours pareil, c'est le danger de la norme, l'oppression comme ça du troupeau, et l'espèce de tentative de sauver la singularité toujours. Merveilleux mot de la fin, Charles. Si on veut te retrouver, déjà on écoute ton podcast sur Spotify, et sur Spotify uniquement. Oui.
que je vais mettre en lien. On te retrouve, donc déjà, on commande évidemment tous tes livres que je vais mettre en lien. Et sinon, si on veut te contacter, c'est essentiellement quoi? Instagram, LinkedIn, Twitter? Non, je suis pas sur LinkedIn, mais je suis sur Facebook pour mes conférences, le cycle de conférences au MK2 Odéon. C'est Facebook. Oui, tout à fait. Facebook, je mettrai les liens Facebook, Instagram et Twitter aussi, où tu es très actif. Merci 1000 fois pour ton temps. Merci, je vais te laisser filer. Merci à toi.